Bonjour à tous et bienvenue dans ce live Facebook. Je dis live Facebook, mais comme d'habitude je me trompe, live Facebook et live YouTube aussi. Vous êtes déjà nombreux à nous regarder, je le vois, puisque c'est un live hypnose et sport. Et on le sait, il y a beaucoup de sportifs parmi les gens qui connaissent l'Arche, évidemment. D'abord, il y a des gens qui connaissent Jonathan Bellegroux. Bonjour Jonathan, j'en profite. Bonjour Thibaut. Jonathan, en plus, vous le connaissez. Alors j'en profite, je fais de la pub, hein, c'est les amis, tout ça. On va tout de suite, on en reparlera après. Mais Jonathan, il vient de sortir son bouquin, donc en ce moment, vous en entendez beaucoup parler. Il est épuisé à la Fnac, déjà. C'est ça, voilà, tu me le disais tout à l'heure. Donc voilà. Mais Jonathan, vous le connaissez, c'est un grand sportif. Et donc ce soir, évidemment, on n'allait pas faire un truc d'hypnose et sport sans inviter Jonathan Bellegroux, évidemment. C'est gentil. Et autour de la table, deux personnes que vous ne connaissez pas, nouvelles sur les Facebook Live. Mathieu Labro, qui est praticien en hypnose et qui du coup s'est formé avec Jonathan et qui maintenant accompagne des sportifs. C'est ça. On aura l'occasion d'en parler. Et toi, un peu pareil en fait. La même chose. Voilà. On n'est pas encore connus, mais bientôt. Du coup, Alexandre Marteau. Alors merci à vous trois d'être avec nous. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. Déjà, évidemment, grande question, question principale, hypnose et sport. Pourquoi ça se correspond, ces choses-là? On ne s'attend pas à hypnose et sport. On se dit hypnose et je sais pas, et arrêt de la cigarette, évidemment c'est logique. Hypnose et dépression, évidemment c'est logique. Hypnose et sport, c'est pas logique pour tout le monde. Alors, comment ça marche? Waouh, c'est une vaste question. Hein. Ouais. On a 1h30 devant nous. C'est pour ça qu'on t'a regardé de suite. Ouais, je vois ça. Ouais. Souvent, c'est vrai qu'on pense à l'hypnose pour le changement dans le sens un peu plus thérapeutique, changer une problématique. Et en même temps, le sportif, il n'a pas que des problématiques autour de la concentration ou de la motivation. Il peut avoir des problématiques de peur, d'appréhension. Et là où l'hypnose peut être hyper efficace en cabinet, elle a toute sa place aussi sur un terrain d'entraînement, parce que on est des humains. Et donc... les leviers, ils existent aussi dans le domaine du sport, quoi. Je sais pas ce que... Ouais, et pour reprendre ce que tu dis, avant d'être aussi dans le sport, c'est comme tu dis des humains, et donc forcément, ils ont les mêmes problématiques que les personnes lambda. Et donc au final, on va intégrer le sport aussi par le biais personnel, thérapeutique, et après on peut l'amener sur le côté sportif pour la performance, etc. Ouais. Parce que ça, quand on pense à hypnose et sport, le premier truc qu'on imagine, c'est se dire, oui, c'est logique, il y a du travail de visualisation pour avoir, par exemple, plus rapidement une cible ou un mouvement fait peut-être plus dans les détails ou plus rapidement. Mais il y a aussi, en fait, beaucoup de personnel. J'imagine qu'il peut y avoir des questions comme, oui, mais si je gagne telle coupe, qu'est-ce que ça change dans ma vie et pourquoi il peut y avoir quelque chose qui... C'est toute la dimension qu'on appelle le mental du sportif, en fait, qu'on peut aborder avec l'hypnose, avec l'auto-hypnose aussi, c'est le titre du bouquin. Effectivement, c'est plein de facettes, c'est de la visualisation et c'est du travail aussi sur les peurs, les croyances, les besoins, les émotions aussi pendant les compétitions. Donc c'est un vaste sujet, je dirais même que c'est hypnose et plus que l'hypnose, quoi, et tout ce qui touche de près ou de loin l'hypnose et au mental. À ce sujet-là, tout à l'heure, on en parlait un peu avant le Facebook Live avec Alexandre. Il y a des fois des séances où on a un sportif qui vient nous voir et en fait, avant de travailler purement sur le geste technique, sur l'amélioration d'une habileté physique, il y a tout un travail émotionnel à bosser en amont, comme on pourrait le faire en fait lorsqu'on travaille sur un arrêt du tabac, où on a tout un travail autour des croyances à faire, sur le fait de se dire oui, je peux arrêter de fumer ou j'ai le droit, des choses comme ça, et ensuite accompagner le changement. Là, parfois, il y a toute une phase de préparation en fait, qui est plus de l'ordre de l'émotionnel, et c'est justement là où l'hypnose, ça va souvent assez vite en fait. Alors ça pose plein de questions, d'ailleurs j'en profite, évidemment vous le savez parce que vous êtes évidemment des habitués, vous venez tout le temps nous voir à tous les lives, vous n'en ratez pas un. Vous pouvez poser vos questions jusqu'à 21h, on est ensemble jusqu'à 1h30 et que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, évidemment moi je vois les questions qui défilent sur mon écran et on va en choper tout au long de la soirée, donc surtout participez, on est là pour ça et je vois beaucoup d'habitués, entre autres Myriam. Bonjour Myriam. Mais donc la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne peut pas y avoir un peu, mais comme avec l'hypnose en général, l'hypnose très souvent, les gens arrivent en se disant c'est un coup de baguette magique, en un truc, paf, je vais changer. Est-ce que là, il n'y a pas justement ce truc-là de se dire je vais faire une séance d'hypnose et paf, je vais décrocher ma médaille, ou je vais être plus fort, ou je vais être plus musclé, ou je vais avoir... Enfin, c'est quand même, en vérité, on peut se le dire, c'est du travail de longue haleine. Tout à fait. Mais il y a quand même cette croyance-là quand les gens viennent, non ?
Ah, mais moi j'ai envie de dire, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. Ouais. J'ai l'impression qu'avec avec le sport, les gens sont déjà conditionnés entre guillemets sur le fait que un résultat, c'est un entraînement technique, c'est voilà, c'est un travail de longue haleine. Et donc de ce fait-là, il y a un peu moins, parce qu'il y a peut-être encore un peu l'image véhiculée par l'hypnose de spectacle, tout à etc. Mais les sportifs, j'ai l'impression qu'en général, ils savent que ben voilà, c'est du travail pour obtenir un résultat et c'est pas juste un coup de baguette magique. Oui, parce que les sportifs que vous accompagnez, c'est pas juste des débutants qui se disent bah, je vais aller voir quelqu'un pour pouvoir courir les 10 km de tel marathon à Paris. C'est normalement des mecs qui sont déjà un peu rodés, donc ils sont rodés à l'exercice de... Jonathan est beaucoup plus axé sur les sportifs de haut niveau, mais on a justement toutes les typologies de sportifs, que ce soit le sportif du dimanche qui se dit je vais commencer à courir, comme il pourrait se dire j'ai envie d'arrêter la cigarette, on aura cette personne, comme on aura une personne qui est inscrite dans un club, qui paye sa cotisation et qui va faire des compétitions. Donc on a tous les aspects du sportif justement, que ce soit sur la motivation qui n'existe pas ou que ce soit sur... je te regarderai parce qu'on en parle, mais donc c'est très varié et c'est ça qui est très intéressant en fait, dans l'accompagnement du sportif plutôt qu'une personne, on va dire, pas dans le sport et qui va avoir des besoins d'arrêter la cigarette, de perdre du poids, d'avoir confiance en soi ou autre. Mais pour aller dans le sens de ce que tu disais, c'est les sportifs effectivement... Même le type qui se dit, tiens, allez, cette année, pour mes 40 ans, mes 50 ans, ou je ne sais pas, je vais faire un marathon. Il a cette conscience du travail à fournir. J'aime pas le mot travail, mais de l'entraînement, de l'effort, de la régularité. Du coup, même le sportif amateur qui va arriver avec un objectif comme ça, très souvent, il a bien pigé que c'est pas en une séance que le travail va se faire. Ouais. C'est en ancrant les habitudes, en ancrant peut-être au plaisir le travail à faire, l'entraînement à faire, pour justement continuer de s'entraîner, même quand il se met à pleuvoir ou à faire froid ou des choses comme ça. Donc il y a effectivement presque à l'inverse de ce qu'on peut trouver en cabinet, cette idée de « Ok, je viens pour entraîner mon mental ». Maintenant, ça arrive aussi qu'il y ait des paniques à bord, et là, je veux bien un coup de baguette magique. Et c'est justement un des endroits où je trouve que là, il faut être encore plus, faut faire encore plus attention pour éviter la gouroutisation du ça a marché, mais en fait, du coup, ce type-là est super. Et le résultat arrive par le thérapeute. Pas par soi. Donc après, on devient dépendant du thérapeute et c'est pas du tout le but. Donc, Et alors c'est quoi est-ce qu'il y a une histoire déjà derrière hypnose et sport est-ce que c'est quelque chose que toi tu as commencé à travailler de ton côté parce que je sais que tu es plutôt précurseur sur cette question-là aussi. Comment ça t'est venu? Je sais pas, est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Est-ce que tu l'as d'abord travaillé sur toi parce que je sais que tu fais énormément d'auto-hypnose aussi. Donc peut-être que c'est passé par là, tu as escaladé à peu près tout ce qui peut être escaladable en France et ailleurs. Mais comment c'est venu ce truc-là? C'est vrai que ça fait une dizaine d'années. C'est venu parce que c'était facile. Par exemple, il faut pas le dire. Mais tu as escaladé une partie de la Tour Eiffel avant de te faire choper. Voilà, c'est juste pour vous donner un peu le personnage. Il escalade un peu tout, c'est comme ça. D'accord. Ouais, ça c'était dans mes belles années parisiennes. Il a fallu que j'aille m'exiler à Grenoble après. C'était assez évident. Moi, je suis éducateur sportif à la base. Donc j'ai fait mes études de STAPS. J'ai travaillé, j'ai entraîné en rugby, des choses comme ça. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait des leviers en fait au niveau du sport auxquels l'hypnose pouvait répondre ou apporter des solutions. Donc c'était assez, ça m'a semblé tout de suite évident. Moi, la première fois qu'on m'a parlé d'ancrage, j'ai dit c'est bon quoi. Moi j'avais l'odeur du ballon de rugby et ça me rappelait plein de choses. Donc quand on m'a appris l'ancrage, j'ai fait ok, ça j'ai pigé. Je vois ce que c'est. Je pense que n'importe quel sportif, il en a ça, tout de suite ça match. Après historiquement, ça a été de se rendre compte, qui fait de l'hypnose effectivement dans le monde du sport en France? Il n'y avait pas des masses. Il y a à peu près une dizaine d'années, il n'y avait pas grand monde. Il y avait des choses qui avaient été écrites sur ce qui avait été fait aux États-Unis. Il y avait même quelques traces chez Ericsson. Je ne sais plus dans quel tome d'ailleurs, si ça parle de tir.
peut-être le tome 4. Erickson parle de travaux qu'il a pu faire, mais qui n'ont jamais été réellement repris derrière. Donc c'est comme ça qu'en fait... Sur cette optique un peu sportive déjà. Voilà. Et en même temps, comme il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait, je me suis dit que ça valait le coup de tester, d'aller voir, quoi. Alors d'abord, tu as testé comment? En auto-hypnose? Beaucoup en auto-hypnose. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes à Grenoble qui m'ont aidé à mettre le pied à l'étrier. Jean-Roland Guillot, d'ailleurs, guide de haute montagne, qui a été entraîneur de l'équipe de France de cascade de glace. Si tu nous regardes, Jean-Jean, je te dis bonjour. Et voilà, et puis assez rapidement, le bouche à oreille a été fait pour travailler avec des grimpeurs, puis des skieurs, puis des personnes qui font du biathlon, et puis voilà, progressivement. Parce que là, on discute de ça, parce qu'il y a le livre qui est arrivé, il y a une formation aussi, on en parlera, la formation hypnose et sport. On discute de ça, mais en fait, ça fait un moment que tu es sur ce créneau-là, on va dire. Ouais, ça fait presque 10 ans, ouais. Et alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont des types de sports qui sont plus agréables à coacher que d'autres? Parce que je sais qu'à un moment, tu as travaillé avec des judokas, j'imagine qu'il y a, voilà, on parlait ball trap tout à l'heure aussi. Voilà, il y a un peu de tout, il y a plein de sports, dont des sports totalement méconnus que vous avez peut-être coachés. Je sais pas, est-ce qu'il y a des sports plus agréables que d'autres à coacher? Ou un peu plus fous, ou je sais pas. Ça va dépendre, je pense, déjà de nos affinités avec les sports auxquels, ceux qu'on a pu pratiquer. Après, par exemple, je sais qu'Alexandre, il a fait du tir à l'arc. Moi, je sais que j'en ai jamais fait, donc ça pourrait me paraître un peu bizarre d'accompagner quelqu'un qui fait du tir à l'arc. Donc après, je pense que ça dépend beaucoup de nos affinités avec les sports qu'on a pu pratiquer. Les affinités, et puis après, c'est chouette de découvrir aussi des trucs qu'on ne connaît pas. Typiquement, moi, les sports d'endurance, à titre perso, je déteste pratiquer ça. Et pourtant, j'ai accompagné quelqu'un qui a préparé un Ironman. Et j'ai adoré justement découvrir son univers, les enjeux, les peurs et toutes ces choses-là. Et pourtant, c'était un domaine qui n'était pas du tout proche du mien. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Ironman, c'est quoi en quelques mots? C'est un espèce d'énorme triathlon qui dure combien de temps? Il a demandé à la personne qui c'est le moins. Vous avez le droit de l'aider aussi. Ouais, on va ça dépend de la vitesse à laquelle tu cours. Vous me coupez si je dis une bêtise, mais il y a l'équivalent d'un marathon. Tu as la partie vélo, c'est je sais plus 200 ou 300 km. 180. 180, voilà. Et la natation qui est le début, je crois, la première épreuve. 3 km 8. Voilà. C'est déjà pas mal. T'en as fait, toi? Alors, pas encore, je m'y attelle. D'accord, je travaille. Pas longtemps. Pas longtemps. D'accord. Et ça, par exemple, à coacher, comment ça se passe? Alors, parce qu'en plus, ce que tu dis, il y a quand même 3 parties très différentes, même si ça reste de l'endurance. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose de commun, déjà un socle commun. Mais comment tu coaches quelqu'un qui veut faire de l'Ironman? Eh ben, ça démarre un peu comme une séance d'hypnose en cabinet. C'est détermination d'objectifs, quoi. C'est t'es qui, c'est quoi ton sport et en quoi je peux t'aider, de quoi tu as besoin. Et à partir de là, on discute et on avance pas à pas. D'accord. Donc c'est plus ou moins classique en fait. D'ailleurs sur le chat, n'hésitez pas à me dire si vous êtes des praticiens formés ou pas. Tiens, je serais très curieux pour voir un peu si on peut aller sur certains détails ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous êtes des praticiens formés. Et d'ailleurs, on a une question de Myriam qui disait comment doser les permissions qui peuvent être données par l'hypnose et le fait d'avoir des limites physiologiques ou des blessures. À quel moment on sait que même si on pourrait y aller mentalement, même si on se sent prêt, en fait, physiologiquement, on a des limitations et il ne faut pas y aller? Est-ce que c'est plutôt d'ailleurs le client qui vous dit non là, ou est-ce que c'est vous qui temporisez souvent? Comment ça se passe cette question? Déjà, il y a des délais physiologiques à respecter en termes de fatigue, de la gestion de la fatigue et de la récupération. Ça, on en parlait lors de la formation justement, où on doit avoir en tant qu'hypno certaines connaissances physiologiques ou anatomiques pour savoir que après un marathon, on ne peut pas aller s'entraîner le lendemain et faire un Ironman ou faire autre chose. Donc il faut avoir certaines connaissances physiologiques déjà dans un premier temps. Et après, c'est sur ce que nous on connaît, mais c'est surtout aussi au ressenti du sportif. Il faut prendre aussi en considération son entourage. Parce que le sportif peut être fatigué, mais si son entraîneur dit qu'il faut qu'il continue à s'entraîner, il faut réussir à composer aussi avec tout l'entourage du sportif. Donc c'est pas souvent un dialogue face à face. Il y a souvent d'autres personnes aussi intégrées dans la manière de coacher ou de... En fait, il y a tout un système à prendre en compte. C'est ça, on est vraiment dans un travail aussi de systémique. C'est ça. Avec les parents, avec
avec les coachs, avec le copain avec ou même la copine. le copain, la Ouais. copine. Voilà, l'athlète qui s'est super bien entraîné, voire un peu trop, qui est proche du surentraînement, qui en plus de ça, je sais pas, se prend la tête avec son copain, sa copine la veille, et qui arrive et qui dit bah là, voilà, là je veux être boosté et tout, mais qui est dans un niveau de fatigue extrême, bah, on va pas lui proposer le même genre de boulot que on va pas en faire un lion tout de suite, on va respecter aussi, attends, mais là, qu'est-ce que t'en penses, quoi? Est-ce que c'est écologique, en gros, pour reprendre C'est ça. le terme qu'on voit en formation d'hypnose classique? Donc on va questionner ça aussi. L'écologie, puis ce qu'on appelle aussi en terminologie d'hypnose la position basse, quoi. C'est que c'est l'athlète qui doit savoir justement jusqu'où il peut aller. Et je pense qu'avec hypnose et sport, surtout quand on a fait le cursus à l'Arche, je ne connais pas moi les autres cursus, mais on s'adapte vraiment à l'autre et on est loin du gourou, on est loin On décide pas du pour lui. préparateur mental où on va y aller à coups de matraque pour le pousser. Oui, Quoi. Là, c'est c'est marrant tout parce que l'inverse. c'est presque à l'opposition de ce qu'on s'imagine du préparateur Ouais. mental. On a tous un peu l'image du mec qui est en train de courir ou de boxer dans un sac et qu'on peut plus et qui est en sueur et qui dit non, en fait j'arrête, non tu continues, non Ouais. j'arrête, si tu continues. Ouais, ça fait mal on est en fait, continuer, ouais. ouais voilà. Et on est en fait assez loin de ça. Alors c'est assez dur de trouver le juste milieu, non? Parce qu'il y a quand même. Non, mais c'est vrai! Ça se dose. Ouais. Non, mais c'est une vraie question parce Ça- qu'il y a quand même un moment où je me dis même parce que même si on fait là de l'accompagnement hypnose et sport et pas de l'accompagnement physique direct, Ouais. il y a quand même des moments où on a envie que les gens aillent dans les retranchements, Ouais. poussent le truc. Complètement. Oui. Et du coup, il doit quand même y avoir une vraie question de se retenir à pas trop pousser l'autre, être sur la position basse comme tu disais tout à l'heure. Il y a un mélange quand même de plein de trucs à ce moment-là qui se joue. C'est un travail d'équipe. Du coup, le sportif qui va être coaché, quelque part, il est aussi à même de dire ok, là c'est trop. Par exemple, on travaille sur une peur. On peut être amené à amplifier la peur, à bosser dessus pour la rendre tellement forte que le sportif, quelque part, à un moment donné, n'a plus que pour solution de se rappeler qu'il est capable d'être plus fort que cette peur-là et de la dépasser. Parfois, ça peut passer par des zones d'inconfort. C'est ce qu'on voit souvent dans les films américains, avec le sportif qui en peut plus, qui se fâche contre son coach, mais qui à un moment donné est obligé de développer des ressources. Bon, ben, on n'est pas autant là-dedans, mais quoique des fois, ça pourrait presque y ressembler. Hein. Mais à chaque fois, c'est du cas par cas, en fait. L'entraînement, c'est du sur-mesure. Qu'on soit entraîneur mental ou entraîneur physique, à un moment donné, il n'y a pas une étiquette de voilà, pour faire un champion, il faut faire ça. Donc forcément, ça passe aussi par des tests. Des Il n'y a fois, pas une des fois, on recette teste, et faite. puis, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, et Ouais. on se remet en question. Et puis dans ce que tu décris, c'est un petit peu en fait la caricature qu'on a d'un préparateur mental, mais souvent c'est la personne qui va plus avoir ce rôle-là, c'est le préparateur physique. Puisqu'il va dire, bah, tu as tant de séries, tant de répétitions à faire. Puis si le sportif commence un peu à avoir du mal, c'est lui qui va lui dire, mais vas-y, fais plus, ça fait mal, c'est normal, etc. Que nous, on va avoir un aspect, on va être un petit peu comme la pommade qu'on va passer après, où on va dire, bah, tu vois, tu as fait un effort, et on va venir positiver sur ce qui s'est passé, on va venir mettre des suggestions d'apprentissage, etc. Donc on n'est pas du tout dans le côté caricatural qu'on peut avoir du gros préparateur mental ou du préparateur physique qui va venir taper, ça fait mal, continue, ça brûle, continue, etc. Donc on est vraiment le côté, j'ai envie de dire positif, et même le côté un peu dans l'ombre qui vient rassurer une fois que l'événement est passé, quoi. Mais alors, juste, c'est marrant parce que déjà ça, là on est d'accord, vous êtes donc préparateur mental et pas préparateur physique. Donc est-ce que vous travaillez main dans la main avec le préparateur physique de la personne? Comment ça se passe ce truc-là? C'est le but. C'est indispensable. Ouais. C'est le but. Que D'accord. ce soit avec l'entraîneur, le préparateur physique, les kinés, les médecins, les ostéos, etc. La famille. Plus on est unis autour de l'athlète et mieux l'athlète réussit. On est dans la Donc, famille sport. Ouais, c'est ça. Et même l'entourage aussi. Donc forcément, ça demande de s'intéresser à ce que font les autres. Un préparateur physique, comment il entraîne, c'est quoi sa vision de l'entraînement. Si justement il est plutôt dans j'écoute le sportif ou alors je le pousse. Nous, peut-être que notre interaction, notre travail va être un peu changé. Donc non seulement comment fonctionnent les autres, mais aussi connaître aussi certains éléments de leur métier. C'est-à-dire, c'est pour ça tu parlais de physiologie, d'anatomie, on aborde ça dans la formation pour pouvoir avoir les bases. Évidemment, on ne devient pas préparateur physique et préparateur mental, mais avoir les bases, avoir la linguistique, savoir ce que c'est qu'une fibre musculaire, savoir ce que c'est qu'un temps de récup, savoir ce que c'est qu'une fréquence, enfin, il y a plein de choses, quoi, pour parler le même langage. Et le langage,
dans un seul but, avoir le sportif au milieu et puis le. De toute façon, il n'y a pas comment dire, un sport 100% individuel, ça n'existe pas. Non. Il y a toujours un entraîneur, un toujours préparateur. un pro staff derrière. Ouais. Tout le temps. Il y a au moins, à un moment donné, un parent ou un modèle de toute façon. Donc forcément, il y a même si on s'entraîne seul chez soi à faire de la musculation, c'est toujours vis-à-vis d'un livre qu'on a acheté ou d'une vidéo qu'on regarde. Donc on a toujours un exemple sur lequel on peut. Système, même s'il est minime, il y a toujours quelque chose. C'est ça. Donc on n'est jamais tout seul quand on pratique. Donc après, dans les sports dans lesquels on peut interagir, on n'est pas souvent tout seul. Il y a souvent l'entraîneur, la famille, etc. Donc après, il faut composer avec tout le monde. Très bien. J'ai une question, c'est juste, du coup, comment ça se passe? C'est un sportif qui vient vous voir et vous faites quoi? Vous faites d'abord des séances sans parler de sport, mais plutôt sur le personnel. Après, peu à peu, on commence à mettre du sport dedans et peut-être on va sur le terrain pour en mettre. Comment ça se passe dans les faits? Je t'avais dit, je poserais des questions concrètes. Elles sont super, ces questions concrètes. Je sais pas, les gars, vous avez envie de. Détermination d'objectifs. Ouais, en fait, ça va dépendre déjà de si c'est le sportif qui vient nous voir, si c'est son entraîneur qui vient nous voir, si c'est un parent qui vient nous voir. Donc, on ne peut pas avoir une réponse, je pense, généraliste pour répondre à ça. Ça sera, on va composer au cas par cas et on va faire en fonction des souhaits du sportif, puis des souhaits de l'entraîneur et essayer de créer une synergie autour de ça pour y répondre. Donc, il n'y a pas de protocole tout fait pour employer un terme d'hypnose, mais... on a l'impression que je fais totalement autre chose, je suis entièrement d'accord, mais en fait, je sais... Mais on sait que tu sais faire autre chose en même temps. Non, et c'est surtout que je sais que... je le dis aux gens qui me regardent aussi parce qu'ils disent, mais le mec, on n'a rien à faire. Non, c'est surtout que je sais que le live que vous êtes en train de regarder sur YouTube s'est coupé sur Facebook. Alors j'essaye discrètement de récupérer le lien de YouTube pour le remettre sur Facebook. Mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très discret. mais du coup, je vous laisse continuer quelques explications sur le concret de comment ça se passe. Ça me donnera un peu de timing, tu vois, un peu de temps. Là, j'en ai besoin. Pour combler le temps, je pense que de ma façon de pratiquer, et je pense qu'après, il y a aussi des déclinaisons selon la personnalité de chacun. Maintenant il s'en va carrément. Les gens ne sont pas au courant, c'est pas filmé. Je continue de combler alors. Je pense que chez moi ça démarre par une super bonne discussion. C'est de apprendre à être curieux de la personne, curieux de sa discipline et curieux de ses objectifs. Et en fonction de ça, on a notre oreille d'hypno qui traîne, on entend les croyances, on entend les besoins, on questionne beaucoup. Et puis après, j'aime bien le principe de essai-erreur ou essai-validation. On fait des choses, on avance en fonction de ce qu'on a vu, entendu. On fait des tests et après, c'est le terrain qui valide, quoi. C'est le résultat qui valide. Et si le résultat n'est pas satisfaisant, on ajuste ce qui est à ajuster en fonction. Ouais, c'est pour rejoindre l'idée de la curiosité que tu abordes. Dans la discussion, moi c'est vrai que c'est un des moments fondamentaux du job, quoi. À tel point que avant de bosser sur un sport que je connais pas, mais moi je peux passer des heures à bouquiner, m'intéresser l'historique du règlement, comment ça a évolué, à quel moment est-ce que c'est devenu olympique ou pas, à quel moment, pourquoi les règles elles ont changé. Qu'est-ce qui fait que la gestuelle a pu évoluer, a pu se transformer, qu'est-ce que ça a eu comme implication au niveau physique, physiologique. Regarder des vidéos, décoder un peu. Il y a tout ce travail-là en fait que moi j'aime. Je sais pas comment si vous le faites ou comment. Mais moi c'est le travail de ok, je décode, je me mets à fond dans une pratique et puis avec toute la curiosité du monde là pour le coup questionner un sportif, un jeune nageur par exemple, mais que ce soit, qu'importe le sport, comment tu fais, pourquoi tu fais ça, je veux dire c'est dingue quand même, celui qui faisait l'Ironman là, c'est dingue pour pouvoir arriver à faire un truc pareil ou pour pouvoir arriver à maintenir une attention face à une cible pour tirer à l'arc, et s'entraîner à ça tout le temps, tous les jours, c'est pas tout le temps et tous les jours, mais il en faut quand même, ça se questionne, c'est fou quoi. C'est ça, La motivation, de la passion. La rigueur des entraînements, comme tu disais quand tu parles de météo, même les jours où on n'a pas envie d'y aller, qu'il pleut, etc. Pourquoi la personne y va?
toujours, donc voir justement l'objectif et se focaliser dessus. C'est super intéressant de questionner, d'être curieux sur ça. Il y a beaucoup de choses en plus dans le rapport qui s'installent là aussi. Ah oui, dans la confiance. Donc il y a beaucoup de ça. Après, Thibaut. Oui. Salut. Je n'ai pas du tout disparu, j'étais là depuis le début. Vous pensiez que j'étais parti, mais absolument pas. Je ne suis pas folle, vous savez. Oui. Et après, tu parlais de la mise en action. Est-ce qu'on va concrètement sur le terrain avec les sportifs? Ouais. Ben souvent, ouais. En fait. Parce que moi j'imagine ça. Je sais plus si on en avait parlé un peu, mais j'imagine que si on doit faire, je sais pas, une course d'obstacles ou quelque chose comme ça, on va avec lui, on essaie de visualiser, on regarde si une fois ça marche, on réessaye, et là on rentre vraiment dans du dur, dans du concret, et donc du peut-être très complexe, parce que on arrive au niveau où il peut y avoir de l'échec. Et ouais. Mais t'en parlais tout à l'heure. C'est le côté on teste, ça marche pas, on se remet en question, on réessaye. C'est ok. En sport, c'est l'apprentissage, quoi. C'est l'apprentissage. Et quand on est sur place, justement, à l'entraînement, que ce soit sur un stade ou que ce soit dans l'eau ou autre, on peut directement venir valider ce qu'on fait. Que si on est dans un cabinet et qu'on est en dehors du contexte, ça va être très difficile de réussir à faire quelque chose avec le sportif et de lui dire ça y est, c'est acté. Surtout que parfois, si on ne l'applique pas tout de suite, déjà, le mec ne va pas y croire. C'est ça. Du coup, la croyance, c'est quand même tout à fait. assez important. Et en plus, s'il ne voit pas le truc comme ça, c'est non seulement il ne va pas y croire, mais de toute façon, il y a des choses qui disparaissent un peu. Si on ne les met pas en place tout de suite, bien sûr. Une semaine après, évidemment, avoir travaillé sur la réflexe. Que ne serait-ce que quand on est sur un stade, tout à l'heure tu parlais on peut travailler sur la foulée d'une personne qui court. Si on le filme, qu'on voit comment il court, qu'on le met sous hypnose, qu'on travaille avec lui, on le refait courir, on refilme et il voit que ça a changé, tout de suite il y a des choses qui se passent. Même si c'est inconsciemment, le corps a ressenti des choses. Vous travaillez par exemple comme ça avec la vidéo pour dire la vidéo, regarde, ça aide, techniquement il y a un truc qui a changé et tu peux le voir. Et puis au moins c'est factuel, tout de suite on voit, c'est pas que du ressenti que le sportif pourrait avoir, c'est tout le monde, si on a des bons yeux, on voit que... On voit qu'il y a eu un changement. Ouais. J'en profite, je regarde. Alors, pendant que j'étais en train de m'occuper de la technique, évidemment, vous avez posé plein de questions. Non, je suis arrivé, il y avait plein de questions sur le truc. Si vous voulez que je les pose, c'est avec plaisir, mais il faut me les renvoyer, puisque je n'étais pas là tout à l'heure. Voilà. Et alors, du coup, j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu, qu'on fasse une parenthèse sur la formation en elle-même. Parce que là, il y a quand même plein de choses qu'on dit qui sont hyper importantes. Il y a de la pratique sur place, il n'y a pas juste du cabinet par exemple. Il y a d'autres choses qui viennent se rajouter, comme par exemple la vidéo, comme peut-être, je ne sais pas si vous utilisez tout ce qui est réalité virtuelle dans ce truc-là, mais on peut imaginer qu'il peut y avoir des applications. Voilà. Alors, dans la formation qui est faite à l'Arche, qui s'appelle formation hypnose et sport, je le dis comme ça par hasard, mais la prochaine session est en janvier à Nice et en juin à Paris. Comment ça se passe alors cette formation-là? C'est combien de jours et qu'est-ce qu'on y voit? C'est 5 jours. D'accord. On a condensé au maximum. On l'a créé avec Kevin Finel. Kevin, qui est au Québec. On te salue. Et on a condensé dans ces 5 jours ce qui nous semblait vraiment essentiel pour avoir les outils pour bosser avec des sportifs. Sur ces 5 jours-là, il y a une mise en pratique à la fin, où on travaille sur, on fait intervenir directement des sportifs. Donc c'est-à-dire que nous, on se déplace. L'autre fois, on est allé sur un stade. Sur un stade, voilà, il faisait chaud. Il y a 30 sportifs. On est là et ils ont des demandes. De la pratique. Et il y a de la pratique et on passe l'après-midi sur le terrain, quoi. Il y a beaucoup de formations où on travaille sur des vrais sujets, mais des sujets qui connaissent quand même l'hypnose. C'est assez rare en fait cette confrontation au réel. Sauf que le sport, il a cette faculté-là, il nous renvoie au réel direct. Un chrono, ça ment pas. Une distance en saut en longueur, ça ment pas non plus. Nous aussi. On peut arriver et dire j'ai l'impression d'être vraiment plus vite. Non. C'est le chrono. Donc tout, en gros, est fondé dans cette formation pour que cette journée-là se passe au mieux, bien. Du coup, quelque part, les stagiaires sont eux-mêmes face à une échéance, il y a un enjeu qui arrive et donc ils doivent se préparer quelque part à se dire « Oh tiens, je vais être confronté à quelque chose » et c'est pas une compétition mais c'est au moins un rendez-vous. Et pour ce rendez-vous-là, il y a différents intervenants. Il y a Frédéric Roilen qui vient venir faire une intervention sur la préparation physique
Frédéric Wallen qui est le préparateur physique de l'équipe France Judo féminine, qui travaille aussi pas mal dans le haut niveau en squash, puis avec différentes personnes. Frédéric QE, du coup, ou c'est une femme ou c'est un homme? C'est un homme. C'est un homme, d'accord. Je pose la question, je sens puis... les regards, mais pourquoi il pose la question? Non, mais on ne sait jamais. Donc voilà, après il y a différents intervenants. Là, il y avait Charles Jouan qui est passé pour nous parler des habiletés mentales et des habiletés motrices et de l'acquisition pour le sportif d'apprentissage moteur. On est dans du très poussé, en fait. Et en même temps, on est dans du clairement des questions centrales que les éducateurs sportifs ont, que le sportif peut avoir sur comment, en gros, j'apprends, comment je peux apprendre à, en gros, mettre ma main comme ça, et à tirer sur l'eau, et puis et améliorer ça. Et nous, on vient faire les liens, en fait, avec l'hypnose. Sur ces fondements, sur ces bases-là qui sont centrales au geste sportif. Donc voilà, 5 jours, c'est assez dense. Hein. Enfin, je sais pas, plutôt, ouais. Donc vous l'avez fait quand? On l'a fait, c'était en juin de cette année, 2018. Et vous l'avez appliqué tout de suite? Parce que, déjà, vous avez des carrures de sportifs, donc je me dis que vous l'avez appliqué pour vous, peut-être en auto-hypnose, voilà. Déjà, on n'a pas la même carrure, ça se voit, je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais déjà, je fais un peu crevette à côté. mais nous, on passe pour des nains de jardin. On est plus petits. Chacun son truc. Chacun son truc. Mais du coup, est-ce que vous l'avez appliqué tout de suite sur vous, par exemple, ou tout de suite avec des collègues, des amis qui travaillaient avec vous, enfin qui faisaient du sport avec vous? Comment ça s'est passé? Alors je sais que vous m'avez dit aussi non, mais on accompagnait déjà des gens, donc on les a. Ouais, mais comment vous avez mis en place? Alors moi, ça a changé mon rapport à l'accompagnement justement des sportifs. C'est la dimension. On va sur le terrain et voilà, on fait encore plus concret, quoi. Ouais. Et moi, c'est ça que j'ai mis en application très rapidement, c'est que on va sur le terrain d'entraînement et voire même il y a beaucoup de sportifs qui sont très bons à l'entraînement mais qui ont des difficultés en compétition. Et donc on va sur le lieu de la compétition, on regarde ce qui se passe, on fait un travail en amont et on va sur le terrain pour aider si on peut aider sur le moment, pour voir les choses. Donc c'est vraiment le côté terrain, moi, qui m'a marqué beaucoup. C'était un truc que toi, tu faisais pas avant, parce que tu m'as dit que tu accompagnais des gens avant, peut-être des sportifs aussi avant, un peu. C'était plus occasionnel, c'était voilà. Et dans ces moments-là, toi, tu n'avais pas encore le truc de dire, on va aller sur le terrain, on va aller travailler dans le concret. Tu étais plutôt en mode cabinet. C'était plutôt en mode cabinet, voilà. Alors que maintenant, c'est très souple, c'est-à-dire que s'il y a des choses très personnelles à travailler, peut-être là, on fera dans un endroit plus confiné, en cabinet, etc. Si c'est des choses qui se passent à l'entraînement, on va sur le lieu d'entraînement. Si c'est lié au stress de la compète, aux émotions et tout ça, on va sur le lieu de compétition. Moi, c'est vraiment ça que j'ai mis en application tout de suite. Et toi, ça a été pareil? Tu as senti une différence? Moi, j'ai senti sur ma pratique personnelle sur le sport déjà. Et les outils que Jonathan nous a apportés pendant la formation ont été parfaits pour ma pratique. Donc, j'ai su quoi faire avec les sportifs que j'accompagnais déjà, mais les nouveaux que j'avais. Après, moi, j'avais déjà commencé à intégrer le fait de me déplacer avec les clients ou les personnes que j'accompagnais. Par exemple, aller dans le cadre. Ouais, une personne qui avait peur de la foule ou qui était timide, on allait dans un parc et je lui faisais crier pour que tout le monde la regarde, pour être confronté à ce qui se passait. Donc, j'avais déjà eu cette interaction. Mais là, le fait d'aller directement dans… La prochaine fois, vous entendez quelqu'un crier dans un parc, cherchez Mathieu. C'est certainement moi, ouais. Mais là, le fait en plus dans la formation, le dernier jour, aller sur le terrain, avoir tous les sportifs qu'il y avait et puis savoir surtout qu'ils avaient tous des demandes différentes, tout de suite on doit être dans le côté, on doit s'adapter parce que bien souvent c'est plus toi qui dois avoir ça, mais une personne nous appelle, j'ai une compétition dans un quart d'heure, c'est tout de suite que j'ai besoin de toi, quoi. Et si on n'est pas là, on apprend même à faire au téléphone ou autre, donc c'est vachement, on est dans le côté urgent et ça nous apporte des outils qui permettent justement d'avoir une légitimité d'être présent au plus près du sportif au moment de l'événement. Un vrai accompagnant. C'est ça, d'accord. Ouais. Ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez faire partie de la vraie équipe, de la vraie famille sport. C'est ça. En fait, d'ailleurs, l'idée, c'est vraiment d'entraîner le corps et la tête en même temps. Ouais. C'est-à-dire que entraîner la tête, mais à 3 semaines d'une compétition dans un cadre feutré d'un cabinet, c'est bien et ça fonctionne. Mais le corps dedans. Le corps, le mouvement, le geste, les sensations, souvent c'est un peu mis de côté. C'est voilà l'entraînement dans 4 jours, dans 5 jours. C'est dommage. C'est dommage de ne pas entraîner le corps, la tête simultanément et ensuite de redécomposer le mouvement, par exemple,
la réussite ou l'échec, avec le sportif qui va s'approprier, qui va se questionner aussi sur son physique, sur son mental, et puis ensuite refaire une session un peu d'hypnose et d'entraîner les deux en même temps. Surtout que sur du haut niveau, en tout cas, on ne peut pas du tout nier l'importance de travailler sur les deux en parallèle. Ouais. Autant sur des gens qui font du sport le dimanche, qui vont courir vite fait, bon, à la limite, justement, ça va te permettre de te vider un peu la tête, mais sur du haut niveau, il faut arriver, la tête vidée, la tête concentrée, déjà dedans. Et souvent, on s'entraîne parfois pendant 4 ans pour quelques secondes. Donc ces quelques secondes-là... Alors Myriam avait une question justement tout à l'heure pour revenir sur le concret de l'accompagnement. Est-ce qu'on peut passer par autre chose que de l'imagerie mentale pour accompagner? Qu'est-ce qu'on utilise comme technique avec un sportif en gros? Plein de choses, même des choses qui ne sont pas de l'hypnose. Et je trouve ça important. On peut utiliser sur des émotions, des peurs de l'EFT, pourquoi pas. On peut utiliser la cohérence cardiaque, donc ce système de respiration. On peut utiliser de la modélisation avec l'hypnose. Des inductions pour créer un état de concentration. Donc c'est vraiment hyper vaste en fait. Des états d'ultra focus, des choses comme ça. Des états d'ultra focus qui se rapprochent d'états proches de la méditation, par exemple, type pleine conscience et aller vers ces états-là. On peut aller vers tu parlais de modélisation, on peut travailler sur la modélisation de phénomènes hypnotiques. Par exemple, une personne qui arrive à être dans une forme de distorsion du temps et arriver à... C'est une question que j'avais. C'est vrai ? Génial que tu y arrives. Oui, vas-y, après je vais toujours ma question. Travailler la distorsion du temps ou les hallucinations pour pouvoir... alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément la distorsion du temps, c'est le côté d'avoir cette impression que le temps semble beaucoup plus long ou beaucoup plus court, qui est hyper fréquent en sport. Je sais plus, on parlait de 25 km. C'est celui-là, c'est un des phénomènes hypnotiques qu'on retrouve le plus souvent. On parlait du 25 km tout à l'heure en eau libre. Il y en a certains des gens qui nagent 25 km en eau libre et ça dure à peu près 5 heures. Et puis il y en a certains qui n'ont pas l'impression que ça dure 5 heures. Bon, parfois il y en a qui ont l'impression que ça dure 10 heures. Ça dure 10 heures et là généralement c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Mais voilà, on peut aussi développer les phénomènes hypnotiques pour que le sportif presque apprenne à déclencher ces phénomènes hypnotiques-là par lui-même. Moi, il y a même quelque chose qui me vient. J'ai travaillé avec des archers, justement. Et tu peux créer, donc, avec la défocalisation, focalisation, des hallucinations visuelles. Et donc, je me suis retrouvé avec les archers qui, au lieu de voir la cible, avaient une hallucination négative de toutes les couleurs de cible qui ne les intéressaient pas. Donc, je ne sais pas si tu vois, au tir à l'arc, tu as le jaune, rouge, etc. Et ils ne voyaient plus que le jaune avec un canal de visée. Pour donc faciliter la visée. Ultra focus sur un truc avec des hallucinations négatives. Tout le reste est oublié, ils n'entendaient plus les sons, plus rien. Il n'y avait plus qu'un canal de visée et le jaune pour être encore plus... Donc il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à mixer. Évidemment. Et alors, ce que je voulais te poser comme question, du coup tu n'y as pas répondu, alors je reviens dessus, mais sur le côté impression temporelle du moment, est-ce qu'on peut s'en servir pour juste... prendre le temps, par exemple, pour un nageur de rentrer dans les détails de son mouvement de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, tu parlais, par exemple, de la manière dont on posait sa main quand on était en train de nager. Est-ce qu'on peut, avec un nageur, essayer de lui faire vivre quelque chose de très, 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 très lent pour qu'il puisse vraiment se rendre compte de la manière dont il pose sa main, de la manière dont il nage, etc. La manière dont il respire. Parce que c'est le premier truc que j'imagine, moi, quand on me dit hypnose de sport, je me dis, putain, c'est génial, on va prendre le truc, on va l'allonger, et puis on va se dire, ok, là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien. Là, non. Ok. Oui, bien sûr. On peut travailler sur une séquence. Comme ce que tu disais, Mathieu, sur la foulée. On peut décortiquer, mettre au ralenti. Et avec l'imagerie, mais en impliquant aussi le corps. La personne est bien associée et elle ressent de l'intérieur, sous hypnose, son geste. Les battements du cœur, la pression qu'elle doit exercer pour le mouvement de crawl, la manière dont elle doit positionner la tête par rapport à l'épaule. Enfin, il y a plein de choses, par exemple. Et de scanner où est-ce que ça peut être amélioré. Puis, pourquoi pas, travailler sur des formes de dissociation, améliorer de l'extérieur, et puis repasser par de l'association, et puis réaccélérer le temps, peut-être en tout cas la perception du temps, jusqu'au moment où on arrive à un temps plus réel, en tout cas tel que le conscient peut le percevoir, et puis ensuite d'aller tester immédiatement ce que ça donne.
Donc en fait, pour ceux qui sont formés à l'hypnose, qui nous écoutent et qui sont formés à l'hypnose, on retrouve des stratégies, entre guillemets, qui sont assez classiques de l'accompagnement. Par exemple, on pourrait imaginer, en parallèle de ce que tu as dit, le moment où on dit, bon bah voilà, tu te vois... tu te visualises avec plus de confiance en soi, qu'est-ce qui change chez toi, ta tenue, ta manière de respirer, etc. Hop, tu passes en dissocié, tu regardes et tu reviens et tu changes par rapport à ce que tu veux. En fait, on peut être aussi sur des techniques qui sont très proches de ce qu'on connaît déjà. On l'adapte. On l'adapte et on rajoute un regard de spécialiste. C'est-à-dire que un praticien hypnosport, il va questionner, il va rentrer dans le détail, mais il va savoir quoi aller questionner. Comment elle est ton articulation, quel muscle tu es en train de fléchir. Et rentrer dans ce détail-là va aider la personne et son corps à se préprogrammer à l'amélioration en fait. Donc ça va être plus une regard d'expert qui vient zoomer en fait plus facilement. Je sais pas si ça. Totalement. Ouais. Alors dans les exemples concrets, moi je cours pas beaucoup, je fais pas beaucoup de sport. Moi, je suis. C'est pas vrai. Ça se voit pas. Non, c'est vrai. Non, mais parce qu'il y a un certain moment, j'en faisais plus, mais depuis, tu sais, t'es parti dans le sud, j'ai tout abandonné maintenant. Sans toi, plus rien n'a de goût. Et il y a pour ceux qui courent, il y a un truc qui s'appelle le mur du, je ne sais plus combien de kilomètres. Du 30e kilomètre. Voilà. Et alors déjà, ça, faut courir 30 quoi. Ouais, tout le monde le connaît pas. Moi, je l'ai jamais vu le mur. Mais du coup, c'est un truc un peu connu comme truc. Ouais, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler dessus? Et du coup, là, voilà, est-ce qu'on est sur un truc de... C'est pour donner vraiment un exemple concret de à quel moment on se dit ça c'est physique ou est-ce que c'est mental? Le mur du 30 km, est-ce que c'est un peu tout le monde où le corps lâche vers 30 km ou est-ce que c'est un peu tout le monde où l'esprit lâche sur 30 km? C'est quoi ce mur par exemple? Moi je pense qu'il y a déjà une bonne partie de croyance. Énormément. Déjà à partir du moment où on lui donne un nom, on lui dit c'est là, voilà. Donc ça lui donne une réalité. Donc il y a peut-être ce travail sur cette croyance-là. Et une fois de plus, c'est partir de l'autre. C'est quand tu t'entraînes, quand tu as fait des marathons, est-ce que tu l'as rencontré ce mur ou pas? Donc si la réponse est non, déjà c'est réglé. Si la réponse est oui, c'est est-ce que c'est vraiment une croyance ou est-ce qu'il y a une souffrance physique? Enfin, c'est quoi le problème? Et à partir de là, bah, tu déclines, tu donnes des outils soit d'auto-hypnose pour sortir de la sensation du corps. Moi j'ai même donné une fois à un sportif, on a travaillé le signaling pour qu'il puisse valider avec son corps, avec son inconscient, qu'il n'y avait pas de problème physique à continuer. Donc l'inconscient, est-ce que je peux continuer sans me blesser, même si je ressens des douleurs? Oui, tu peux continuer. Bon, bah je continue. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui... Parce que là, bon, j'ai posé la question tout à l'heure, apparemment, on n'a que des praticiens ce soir. Mais il y en a d'autres qui vont regarder la vidéo peut-être plus tard et qui ne le sont pas. Le signaling, c'est quoi? C'est un signe du corps qui permet de déterminer qu'une partie inconsciente est présente, auquel on peut poser des questions pour obtenir des réponses sur ce qu'on est en train de faire, sur une voix qu'on a dans la tête, sur une envie ou un projet qu'on essaie de mettre en place. Et donc ça permet de déterminer une réponse inconsciente qui vient nous infirmer ou nous affirmer ce qu'on fait, la bonne décision. Sur une question binaire, est-ce que c'est bien ça? Oui ou non? Oui ou non? C'est ça. On a un mouvement du corps. C'est ça. C'est généralement un doigt, la tête qui part en avant, le corps qui penche ou autre. Ouais. C'est vraiment une manière d'avoir un auto-feedback, auto-biofeedback avec soi-même, quoi. Ça peut rejoindre... ça peut être des mouvements, ça peut aussi être de l'ordre de l'intuition et du ressenti. Je pense à ça parce qu'il y a certains sports où on ne peut pas forcément avoir de mouvements parasites et ça peut juste être un feeling à l'intérieur qui fait ça, oui, ça, non. C'est pas forcément un mouvement, c'est une réponse corporelle et ça peut être dans la sensation. On en parlait tout à l'heure justement, là c'était sur de l'auto-hypnose, je me suis mis à pratiquer le tir à l'arc sans viser, donc en tir instinctif. Donc on a les deux yeux ouverts et on ne vise pas avec ni la flèche ni un viseur. Et justement, je m'étais auto-programmé un signal où ça me faisait une sensation là dans le milieu du ventre, dans l'estomac. Il faut y aller, et de là, tu peux décocher. Donc ça, c'est un signaling effectivement pas très courant, mais on peut s'en servir. J'ai eu peur au début, je crois que tu allais me dire oui, alors tir instinctif, on ferme les yeux. C'est hyper dangereux. On sait jamais, il y a des accidents avec lui, on sait jamais. On a une question de Corentin qui disait qui demandait dans la formation, est-ce qu'il y a une partie vraiment axée sur le sport collectif? Alors, déjà, est-ce que l'accompagnement est différent sur le sport collectif? Souvent quand on travaille en sport collectif, en fait on travaille avec des individus. Du coup, dans un travail sur un sport co, on va avoir à travailler peut-être pas forcément sur tout le monde, avec tout le monde, mais sur un ou deux sportifs de l'équipe. Et parfois c'est juste même sur l'entraîneur. Avec l'entraîneur,
Parfois, c'est l'entraîneur qui a besoin de prépa mentale. Ça m'est arrivé de bosser avec des entraîneurs qui étaient bien sous pression et qui se rendaient bien compte que c'était eux qui en avaient besoin plus que les sportifs. Ça arrive. C'est pas une demande non plus fréquente. Hein. Donc, on peut travailler sur un sportif, celui qui est le plus en difficulté, celui qui est le plus en retrait peut-être, celui qui est le plus en période de doute. Ou alors, on peut travailler sur tout le team, mais là, on est plutôt sur le travail systémique en fait, qu'on peut retrouver aussi avec des familles ou qu'on peut retrouver voilà, dans tout système, le travail qu'on peut avoir aussi quand on intervient en entreprise pour certains. Donc, la dimension sport-co, elle est, c'est pas celle sur laquelle on va se concentrer. On va rester vraiment sur l'individu en fait. D'accord, puisque de toute façon, c'est un ensemble d'individus, donc on doit pouvoir aller... Alors après, je sais pas, il va peut-être y avoir un Hypnose et Sport volume 2 direction le Sport Co, on sait pas. Ah ben ça c'est peut-être dans les tuyaux. D'accord. Une autre question sur tout ça. Maintenant que cette formation elle est faite, elle intéresse qui? Alors qui vient? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà sportifs et qui ont envie d'accompagner des gens? Est-ce que c'est des gens qui sont passionnés de sport et qui veulent se mettre dans l'accompagnement? C'est des gens, j'imagine, qui veulent absolument accompagner des sportifs, mais est-ce que ça peut servir à d'autres domaines? Est-ce que, je sais pas, quels sont le types de profils qu'on retrouve dans cette formation-là? Bah, je crois qu'on n'avait que des sportifs. Ouais, de près ou de loin. Ouais, parce qu'on voit de temps en temps dans certaines formations des oiseaux curieux qui viennent d'autre part et puis on se dit putain, pas con comme application. Là, pour l'instant, c'est sportif. Ouais. Là, c'est sportif. Il y avait une ou deux personnes, je crois, qui étaient un peu plus éloignées du domaine sportif, mais qui ont appris pas mal de choses, du coup, sur le domaine de la préparation physique, avec l'intervention de Frédéric, et qui étaient plutôt contents de ça. Mais sinon, généralement, les personnes qui viennent à Hypnose et Sport sont généralement eux-mêmes sportifs, ont été ou sont encore compétiteurs, et ont cette expérience d'avoir froid, d'avoir mal, de se relever, de tomber, d'être dans la boue, d'être sous la pluie, de ne pas avoir envie d'y aller. Enfin, donc souvent il y a ça. Et puis il y a la passion, quoi. C'est généralement que des passionnés. D'accord. Vous êtes connu à la formation? Ouais, nous on avait même fait la formation initiale de l'Arche, le cursus traditionnel, où on était ensemble déjà. On se quitte plus, on met les mêmes chemises, la même barbe. Là, la question que j'ai, c'est est-ce que ça donne pas envie, ce type de formation qui sont vraiment spécialisées sur un créneau très précis, de monter des trucs ensemble? De se dire en fait quelle bonne idée, quelle belle aventure, et on va partir tous les trois, choper l'équipe de France et puis ça va être génial. On en parlait un tout petit peu avant avec Alexandre, on se disait qu'on a la chance de faire ce métier, mais on est bien souvent tout seul. Et que quand on se retrouve comme des événements comme aujourd'hui, ça nous permet d'échanger sur notre pratique personnelle avec nos clients, et en même temps ça permet de confronter certaines idées, d'avoir des points de vue différents, et justement ça fait germer certaines ambitions, certaines idées, certains projets. Et donc, non, forcément, après, quand il y a de l'affinité avec les personnes avec qui on travaille, ça donne forcément envie de produire quelque chose d'un petit peu plus grand que nous et donc, justement, d'aller chercher quelque chose d'un peu plus grand. Oui, parce que je vois le truc un peu moins individuel que ce qu'on pourrait avoir sur une formation d'hypnose classique où après tout le monde va dans son cabinet et on s'installe. Et là, il peut y avoir de la pratique ensemble, il peut y avoir des équipes. Après, on a eu la chance aussi que dans la formation, on était 20, c'est ça? Donc ça fait cocon. Et puis en plus on était la première formation à faire ça. Donc il y a un côté où on a un petit peu ses enfants. Donc ça, même si on avait qui étaient plus âgés que toi, je crois. Donc on a un côté où on est la première nichée. Et puis si on ne se serre pas les coudes, peut-être que les autres ils ne le feront pas. Donc il faut aussi qu'on serve d'exemple là-dessus. Donc, alors la question pour vous deux, là, tu n'as pas le droit de répondre. J'ai tapé dans le micro, ça doit être très agréable pour vous. Quel est le truc dans les 5 jours que vous retenez? Est-ce que, je sais pas, un exercice, une position de monsieur, quelque chose, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc où vous avez dit, ce truc-là, c'est un truc qu'il faut que je garde de cette formation, c'est ça? Ah, son surnom, je crois. Je le dirai pas. T'en as trop dit là. Tu pensais pas, hein? Ah là là. Il veut pas le lâcher, c'est ça? Faut pas non, je suis gentil, je vais pas le lâcher. Ok, on va pas le. Mais ça va, c'est mignon, mais je vais pas le dire. Après, non, sans blaguer. En fait, moi, ça a été l'aspect général de la formation, mais surtout, ça m'a montré que l'hypnose, c'était vraiment un lien entre le corps et la tête.
que dans la formation initiale, il y avait un côté où on s'occupait beaucoup de l'esprit, de ce qui se passait, et le corps, on le mettait un peu de côté. Et moi, venant de la communication non verbale, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et en fait, là, ça re-switch les deux ensemble, et on se rend compte que dans l'accompagnement de sportifs, mais dans l'accompagnement aussi de personnes qu'on a en cabinet, le corps est super important. Et que le corps va nous parler quand on va être en train de faire une séance, et si on ne le regarde pas, ben on passe à côté de plein de choses. Et donc, ça a été ça, le fait de venir regrouper le corps et l'esprit et de se dire que tout ça, c'est un véhicule et qu'on peut interagir avec les deux ou de l'un sur l'autre. Pour toi, c'était des trucs dans l'éducation que tu avais eue par rapport à tout ça, c'était des trucs il y avait comme une atmosphère qui me faisait dire que on traite ce qui se passe dans l'esprit et on aura une résultante sur le corps. Et en fait, j'étais pas du tout en accord avec ça. Donc moi, je faisais ma propre hypnose, entre guillemets, où j'intégrais beaucoup de choses du corps. Et là, le fait de faire la formation, c'est l'une des choses que je lui ai dit, que moi, ça m'avait rallumé la flamme, parce que je m'étais dit, en fait, les deux choses sont vraiment ensemble. Et je ne suis pas le seul à penser ça. Il y en a qui ont déjà commencé à creuser le sujet. Parfait. Parfait alors. Et toi, du coup? Moi, si je dois le résumer en un seul mot, ce serait le côté pragmatique, c'est ça. À la fois sur le côté où on a été sur le terrain accompagner les gens. Si on peut faire des inductions qui durent 3 minutes au lieu d'un quart d'heure, on va les raccourcir au maximum. C'est le côté efficace, aller droit au but. C'est dingue, j'imagine, d'aller en formation en disant je vais aller voir des sportifs sur une après-midi en groupe et on va prendre le temps de faire le truc. Et c'est beaucoup la dimension, tu l'as évoqué tout à l'heure, là, on va voir des gens et on va mettre en pratique avec des gens qui ne connaissent pas l'hypnose, qui ont peut-être aussi des préjugés par rapport à ça. Et donc là, clairement, la mise en pratique, elle était totale et grandeur nature, quoi. Immédiate. Et ça, c'est dernier après-midi, c'est ça que tu m'as dit? Ouais. 5 jours. Ouais. Dernier après-midi. Et toi, un peu même question, quel moment de cette formation tu es hyper fier? De quel moment tu es hyper fier en disant ce truc-là, c'était ce que je voulais faire passer? Tout le reste, c'est bien, ça fait d'écho, c'est bien, mais ce truc-là, c'était la chose importante. C'est le moment où justement cette dernière après-midi, où il y a des sportifs qui sont là, des coachs hypnosport qui sont là eux aussi dans la même tenue et qui vont dans le stade, chacun un endroit, discuter et là moi c'est là où ça m'a fait vibrer, quoi. Je me suis dit mais voilà, il y a une personne, elle a un rêve, il y a un type qui l'écoute, qui va lui parler et puis il va se passer quelque chose et puis ça va être dans le concret. Enfin, moi, ce moment-là, il était magique. C'est un vieux rêve, hein. C'est voir 20, parce que c'est vrai que c'était un petit groupe, c'est des petits groupes, vraiment, ces formations-là. 20 personnes faire de l'hypnose dans le domaine du sport, en plein cœur de Paris, pour moi, c'est la lune, en fait. Il y a une dizaine d'années, j'étais pas loin d'être seul là-dedans, et puis on me prenait pour un uluberlu. Et là, d'un coup, c'était magique, quoi. Pour moi, c'était un moment fabuleux. Donc c'était ton moment de kiff à toi? Ah ouais, ça c'était mon moment de kiff à moi. J'avais plus besoin de parler. C'était à eux de jouer et c'était extra. On a eu des retours exceptionnels. Des sportifs heureux, contents, qui ont appris des choses sur eux en peu de temps en plus. Parce que je leur mets la pression. Je leur donne pas non. Comme durée pour faire une séance ou... Et c'était super, quoi. Vraie belle réussite. Hein. Encore bravo. Il vous met la pression. Encore bravo aux autres. Il nous mettait pas la pression, mais c'était. On savait qu'on avait. C'était pendant 1h30 qu'on avait fait ça. Et qu'il y avait 2, voire pour certains. Certains 2 ou 3 passages. Donc on voyait 2 à 3 sportifs durant ce laps de temps. Et du coup, comme disait Alexandre, il faut aller à l'essentiel, il faut être pragmatique. Et au lieu de faire durer une induction qui va faire 15, 20, 25 minutes, là, c'est du flash. Mais ça, c'est hyper important, parce que là, on rentre vraiment dans le cœur de ce qu'il y a dans cette formation-là. Parce qu'on en a parlé un peu de ce qu'il y avait dedans, en théorie, mais en pratique, du coup, c'est déjà apprendre à faire des inductions rapides, apprendre à rapidement voir l'endroit où il faut aller travailler et de quelle manière on le fait changer. C'est ça, en gros. Ouais, il y a une forme de boussole de l'orientation du mental, c'est en gros pour savoir sur quel domaine on va bosser. Et puis ensuite, rapidement, rentrer dans le concret, tester quelque chose avec des protocoles de changement tout simples.
certains qu'on voit dans la formation et d'autres qu'on revoit, qui sont dans la formation initiale et qu'on revoit et qu'on rend peut-être un peu plus rapide ou un peu qu'on change un tout petit peu. De toute façon, c'est comme tous les protocoles qu'on a partout, en tout cas Ouais, à l'Arche. Ils sont bien là pour apprendre, oui. mais ils sont juste venus pour nous donner la mécanique. Et après, il faut on travaille autour, s'approprier voilà. les choses. Et... Quand je dis protocole, c'est Ouais. c'est plutôt technique ou idée, en tout cas levier de changement à activer plus que protocole, quoi. Ouais. Et voilà, donc il y a aussi, on travaille aussi sur les stratégies mentales, on travaille sur la motivation. Ouais. Ça me fait rire maintenant quand j'entends ce mot. Toi aussi? Ouais. Parce qu'il nous parle de ça dans la formation, il nous dit que ça n'existe pas. Mais je vais pas spoiler la formation. On nous donne pas la fin de la série tout de suite. Voilà. Et pour ceux qui n'étaient pas là au début, est-ce qu'on peut revenir un peu donc, sur la formation, sur ce qu'il y a encore dedans? On le redit, on l'a dit pour ceux qui étaient là au début, mais il y en a qui viennent d'arriver. 5 jours, du coup. Le dernier jour, on vient d'en parler l'après-midi avec des sportifs. Ouais. Ça, ce sera le cas à chaque fois. C'est le cas à chaque fois. Alors en plus, il y aura des petites variations. Selon les arrivages de sportifs du jour. C'est un truc de... c'est selon les arrivages. On va au port, on regarde un peu ce qui vient d'arriver comme sportif et puis... Aller au port, t'es pas très loin de la vérité parce que par exemple à Nice, on va voir, c'est pas encore fixé, mais a priori ça va plutôt être autour de la natation, voire de l'eau libre, voire donc de travailler avec des nageurs qui vont nager en plein mois de janvier encore dans l'eau. Qui est à 12, Moi je 13 sais pas, degrés. il y a un truc, alors je n'en sais rien, ne commencez pas à dire oh, Thibaut il a dit ça, je suis sûr que ça va se passer comme ça. Mais sur le livre, sur le magnifique livre Auto-hypnose et performance sportive, j'ai vu tout à l'heure, je ne le savais pas, mais j'ai vu juste avant le live qu'il y avait une préface de Guillaume Néry. Ouais. Alors, ça veut dire que potentiellement, il y a regarde-le. Donc potentiellement, il y aura peut-être des choses à aller faire là. Il y a peut-être des choses à faire avec, en tout cas avec l'apnée. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume Néry, est-ce que tu peux expliquer en 30 secondes qui c'est? Qui est un mec absolument exceptionnel dans ce qu'il fait. Moi je le connais pas, toi tu le connais, mais moi je suis depuis longtemps les exploits en tout cas plus que la personne. Ouais, je pense que beaucoup de personnes connaissent Guillaume parce qu'il a fait pas mal de vidéos, de très belles vidéos d'apnée qu'on peut voir sur YouTube. C'est un apnéiste qui a été champion du monde et qui continue qui s'est arrêté sa carrière de compétiteur, mais qui continue à promouvoir l'apnée à travers le travail autour des images, notamment avec sa compagne Julie Gauthier. Tous les deux sont entre Nice et puis le reste du monde. Et c'est large. Et effectivement, l'apnée, c'est un sport magnifique où là, le mental et le corps, ils doivent être complètement alignés. Donc d'où la raison de la préface de Guillaume, parce que c'est quelqu'un qui connaît précisément tous ces rouages-là. Alors justement, question, il y a des sports qu'on s'imagine, qu'on peut imaginer être accompagnés plus facilement. Par exemple, peut-être le tir à l'arc, où on peut se dire, bon là, il y a une question d'hyperfocus, on voit un peu ce qu'on va faire. Déjà, c'est quand je me dis, j'imagine quelqu'un qui n'est pas trop rodé au travail d'apnée, avec un apnéiste qui vient lui dire, tu peux m'aider? C'est quand même un peu tendu, quoi. Le mec va être à je sais pas combien de mètres en dessous. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'il commence à y avoir déjà des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement de certains trucs particuliers? Je sais pas, par exemple, chez vous, si vous avez envie de vous spécialiser sur un sport en particulier. Et est-ce qu'il y a des sports où effectivement il vaut mieux aller voir des gens qui l'ont déjà fait? Parce que je sais pas, moi, par exemple, l'apnée en soi, peut-être que moi je suis pas un mec hyper à l'aise avec ça, mais je me dirais, on est à je ne sais combien de mètres sous l'eau, j'aurais peur que putain, le mec m'a mal drivé au-dessus et en fait je suis en train de manquer d'air, il faut que je remonte, quoi. C'est là où justement nous on prend pas la place du préparateur physique et du coach technique, quoi. Nous, on est sur vraiment la dimension mentale. Et c'est un petit peu comme en cabinet d'ailleurs, c'est que on accompagne des gens qui viennent pour des arrêts de tabac, des pertes de poids, des choses beaucoup plus lourdes ou douloureuses par rapport à l'enfance, et on est rarement spécialiste de tous ces domaines-là en même temps. Donc je pense qu'après c'est l'affinité de chacun fera qu'il y aura peut-être des disciplines qu'on accompagnera plus facilement et d'autres un peu moins. Mais moi j'ai la curiosité de beaucoup de choses, donc et je pense que c'est le cas de quasiment tout le monde. Donc on n'a pas besoin d'être spécialiste, je pense, de la discipline, bien au contraire. Souvent, quand on aime le sport, on aime tous les sports. On aime la perf, quoi. On aime l'effort, le dépassement de soi, le challenge. Ouais. Après, voilà, ça va être du feeling, mais pas besoin de rentrer, de connaître ou même d'avoir pratiqué.
Maintenant, c'est de la curiosité, ça c'est sûr. Mm. C'est quand le type il te dit, ben voilà, moi je veux courir, je sais pas, 24 heures non-stop sur une boucle d'1 kilomètre, et que lui c'est son objectif, c'est son objectif de vie. Il y a des courses comme ça s'appelle le 24 heures. C'est passionnant, faut courir 1 kilomètre sur une boucle d'1 kilomètre pendant 24 heures. D'accord. Bon, si c'est son objectif. Ça doit être sympa. En moyenne, tu fais combien de tours Je sais t'intéresser plus. un peu. C'est un truc très aliénant, moi j'imagine. C'est Arnaud d'ailleurs, si tu regardes ce live, je pense à toi là. Je crois c'était pas loin de 250 tours, quoi. 200. D'accord. Ouais. Ok. Ça s'arrête pas. Bel état d'hypnose là-dedans. Bon, il faut être à un moment donné, si le sportif il a les yeux qui brillent quand il parle de ça, le minimum c'est d'avoir les yeux qui brillent quand on écoute et on questionne ça. Même si moi, courir 24 heures, c'est. Non, toujours pas Arnaud. C'est hors de question. Tu vas tester un jour. Tu vas t'y mettre. Après, on peut avoir des affinités aussi par certaines valeurs qui peuvent être transmises dans certains sports plus que d'autres. Voilà, moi, c'est vrai que personnellement, les sports de nature, parce que la nature est quelque chose qui fait Déjà partie de ma parce que t'es valeur. grenoblois. En plus de ça. les grenoblois sont amoureux de nature. Je sais pas s'il y a des grenoblois parmi vous, mais à chaque fois que je rencontre, ils me disent « Ah, j'étais à tel endroit faire de l'escalade. C'était génial. » À chaque fois, je pense à toi. Voilà, moi, c'est un truc qui me parle, quoi. Donc, voilà comment les affinités peut-être peuvent se faire. Et pour l'instant, est-ce qu'il y a des sports dans lesquels on retrouve plus de gens coachés par l'hypnose qu'ailleurs? On sait qu'il y a des grands sportifs qui sont coachés sur le point de vue de l'hypnose, même si on n'en parle pas trop, même si ça c'est dans le milieu. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas, je sais pas s'il y a eu cachotterie par rapport à ça, mais on le sait. Moi, j'en connais quelques-uns qui coachent des personnes assez reconnues dans leur milieu. Entre autres, je crois qu'il y a beaucoup de tennisman qui sont coachés sur ce point-là. Donc, est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels on retrouve beaucoup de gens qui sont coachés par l'hypnose, et d'autres, pour le moment, ça c'est pas encore développé, mais ça va venir? Je pense qu'il y a deux types de sports principalement. Déjà, c'est souvent les sports individuels où on va venir intégrer justement un collectif pour le sportif. Mais après, ça va être très souvent des sports soit d'endurance ou alors des sports où on a obligé d'avoir une précision dans le geste. Par exemple, dans le tennis, dans le golf, ce type de sport. Pourquoi ces sports-là, on le retrouve déjà. Par exemple, dans le basket, déjà, ce sera un sport collectif. Et puis, il y a tellement de gestes. On doit courir, on doit sauter, on doit lancer, on doit défendre. Donc, il y aurait beaucoup plus d'aspects. Et donc, on irait moins penser tout de suite à un préparateur mental pour un aspect technique. Ça sera plus pour fédérer une équipe ou la communication de l'entraîneur ou comment faire pour gérer telle compétition parce que l'équipe n'est jamais arrivée à ce niveau-là de compétition. Donc, ça sera différent. Mais donc, dans un premier temps, ça sera plus les sports individuels et où il y a une technicité dans le geste comme ce que Frédéric nous disait pour le swatch, etc. Où là, c'est le placement de pied, le temps de réaction qu'on va avoir. Et donc là, on peut faire appel à c'est là où plus facilement on vient faire appel à un prep mental. Tu voulais rajouter quelque chose? Ah, vas-y. Ouais, j'allais dire, de mon point de vue, et je te laisse me couper parce que tu as beaucoup plus de... Ça fait 10 ans que tu es là-dedans, mais je pense que déjà la préparation mentale en tant que telle, c'est pas encore quelque chose qui arrive à maturité et qui est répandu partout. Et nous, en plus, on est sur un créneau qui est la préparation mentale par l'hypnose, donc hypnose et sport. Donc je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de pédagogie, de faire comprendre qui on est, comment, c'est l'objet aussi de ce live d'aujourd'hui, mais pour que les gens puissent se dire « Ah bah ouais, ces gens-là peuvent m'aider, peuvent m'apporter quelque chose dans mon sport ». Donc je pense que pour que ça se répande encore plus, va falloir se faire connaître, va falloir faire comprendre ce qu'on fait aux gens. Mais alors justement, maintenant qu'on a discuté tout ça, et puis peut-être moi c'était déjà un peu le cas avant, mais maintenant d'autant plus qu'on a discuté, quand j'imagine un truc de préparation mentale, de toute façon j'imagine quelque chose d'hypnotique. Alors, quelle est la différence entre la préparation mentale et la préparation mentale par l'hypnose? C'est ce que j'avais envie d'aborder un peu là. Effectivement, c'est le côté préparation mentale. En fait, ce domaine-là, tu as raison, ça fait peu de temps en fait, qu'il est arrivé. Rien que la préparation mentale. Avant, un mental, en gros, ce sportif-là, il a un bon mental, et puis celui-là, non, ou il l'a pas. Et puis là, un peu... et point. La sélection se faisait là. Ouais. Je grossis le trait, mais c'est pas loin. C'est comme celui qui a le bon physique et puis qui a un physique un peu défaillant sur certains points, sur certaines choses, certaines peut-être un peu moins de force ou un peu moins résistant. Voilà, c'est ces décalages là.
Mais on n'est peut-être certainement pas dans une logique d'un mental qu'on entraîne. Puis ça a commencé à venir. Puis la préparation mentale est devenue une forme de domaine en fait, dans lequel interviennent plusieurs techniques. Des techniques de respiration, des techniques de sophro, des techniques de visualisation, des techniques qui passent par le corps. Par exemple, le training autogène de Schultz, qui est une forme de contraction-décontraction. Et puis, de PNL, évidemment, et puis de communication non violente. Enfin, la prépa mentale est devenue une espèce de domaine dans lequel il y a un peu fourre-tout. Il y a la méditation, il y a de la pleine conscience. Puis maintenant, il y a l'hypnose. Donc on parle d'hypnose, on parle de prépa mentale, mais en fait, en soi, c'est un peu la même chose. Il y a quand même pas mal de trucs qui se recoupent. Un préparateur mental qui fait ok, ferme les yeux, imagine-toi en train de faire un geste. Ouais, ça ressemble quand même sacrément à de l'hypnose. Ou en tout cas, les deux se ressemblent. Alors, pour éviter la guéguerre qu'il peut y avoir des fois entre ouais, mais non, c'est pas de l'hypnose, c'est de la prépa mentale, non, c'est de la prépa mentale, c'est de l'hypnose. En fait, on fait un truc, c'est à peu près la même chose. Le nom que ça a, c'est à un moment donné dire au sportif de fermer les yeux et puis de s'intéresser à ce qu'il lui faut pour qu'il aille mieux et l'accompagner là-dedans. Donc, ajouter l'hypnose aujourd'hui, c'est presque parfois affronter encore les croyances limitantes qu'il peut y avoir par rapport à la prépa mentale, plus se rajouter celles qui sont liées à l'hypnose. Un petit défi en plus. C'est un petit défi supplémentaire. C'est vrai que alors la prépa mentale, non, j'y crois pas. La personne, on en parle un peu, peut-être elle se met un peu à y croire un peu plus, puis après on fait mais moi, en plus, je fais de l'hypnose. Et on recommence. Mais en fait, il y a plein de corrélations dans toutes ces techniques-là, de points communs, quoi. Ceux qui travaillent sur la respiration, forcément, à un moment donné, transforment l'état de conscience, en fait. Il y a de la suggestion, il y a de la communication. Ce que nous, on appelle hypnose, en fait, c'est un peu tout ça. Ouais. Je sais pas si ça répond un peu à la question, mais c'est ce côté... Moi, personnellement, je suis très contre le mot préparation mentale. Aujourd'hui, quand on prépare le mental, on est plutôt en train d'essayer de le réparer, plutôt que de le préparer. Aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de l'entraîner. L'hypnose est une manière de l'entraîner. Il y en a plein d'autres. Donc pour toi, c'est de l'entraînement mental Pour moi, c'est l'entraînement mental. Il faut enlever le mot préparation. D'accord. J'étais en train de me dire, on a moins de 20 minutes à passer ensemble. Si vous avez des questions, allez-y, les gens, c'est parti. Mais je sais qu'il y en a peu ce soir parce que voilà, on a eu le problème sur Facebook. Alors c'est dommage. Du coup, il y en a plein qui demain enverront des mails ou des petits messages sur Facebook en disant mais on a raté le live. Pourquoi on n'a pas pu Voilà. Désolé, ça a planté. Il fallait passer sur YouTube. C'est en replay, je crois, non? Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est en replay. De toute façon, c'est en replay sur YouTube. Et on va le retélécharger, on va le republier sur Facebook, comme ça tout le monde pourra le prendre. Mais malheureusement, tout le monde n'aura pas l'occasion de poser des questions. Mais du coup, ce sera l'occasion de faire avec une technique infaillible, évidemment. Mais avant de se quitter, on l'a dit tout à l'heure, le prochain, c'est janvier à Nice, juin à Paris. Je sais qu'on aurait eu des questions sur quand est-ce que ça vient à Bruxelles. Est-ce qu'il y a une date à Bruxelles ou pas? Non. Pas encore. Pas pour l'instant. D'accord. Les Bruxellois, faut envoyer des mails si vous voulez. Si vous voulez avoir l'équipe là-bas, faut envoyer des mails. On n'a pas parlé du tarif. Le tarif, c'est 800 € sur les 5 jours, qui comprend le moment où vous partez, à tel endroit, etc. On va pas demander l'autorisation des parents, le petit chèque en plus, machin. Non, 800 € et vous avez 5 jours à faire de l'hypnose et du sport. Et évidemment, je le rappelle, si vous avez des questions sur la formation, vous envoyez un mail à contact@arche-hypnose.com ou sur le site internet arche-hypnose.com ou alors vous appelez au 01 53 16 32 75 pour avoir les personnes du secrétariat. Voilà, on a une équipe de plus en plus grande. Alors vous voyez maintenant, je peux même plus vous dire appelez, vous tomberez sur telle personne, c'est faux. On a 4 ou 5 personnes maintenant, donc vous appellerez, vous tomberez sur quelqu'un de très bien, évidemment. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire aux gens qui nous regardent sur l'importance que ça peut avoir de se former spécialement pour accompagner les gens? Je vous regarde vous deux pour dire ça parce que tous les deux vous m'avez dit mais avant j'avais déjà des gens, j'avais déjà de temps en temps beaucoup de personnes, mais de temps en temps des sportifs aussi. Et qu'est-ce que ça a pu vraiment changer dans votre approche avec la personne? Vous me l'avez dit tout à l'heure pour vous, mais qu'est-ce que ça a changé avec la personne réellement? Dans peut-être le résultat, ou dans la manière dont vous approchez la personne, ou dans la manière dont vous appréhendez tout ça. Tu veux commencer? Vu que tu me le proposes. Il est pas sympa. Il est pas sympa. Il a l'air comme ça, il a une chemise de bûcheron, les cheveux longs, le mec est cool, mais absolument pas. Je crois que c'est la dimension résultat, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose et on teste, et voilà, sur le terrain.
C'est ça qui, pour moi, j'ai franchi une dimension dans l'accompagnement. C'est que voilà, on valide, comme tu disais, le chrono, la distance, le machin, ça ment pas. Et au final, les gens viennent pour ça. Toi, c'est vraiment l'idée de se dire, avec ce truc-là, on part sur du concret tout de suite. Voilà. C'est ça qui change. D'accord. C'est ça. Et même si on parle de résultats, parce qu'on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais on a tous l'image de préparation mentale, de hypnose et sport pour les sportifs de haut ou très haut niveau et professionnels. Mais c'est pour tout niveau, quoi. À partir du moment où quelqu'un a envie de se dépasser ses limites, ce qui est un peu le principe du sport d'ailleurs en général, il peut faire appel à un hypnotiseur ou un préparateur mental pour évoluer, pour grandir, pour se dépasser. Et donc encore une fois, on ne travaille pas que sur le physique, on travaille sur tout le système. Donc du coup, ça veut dire que pour les jeunes aussi. Exactement. Souvent, quand même, quand on parle de système, on imagine évidemment le système familial. Et pour les jeunes aussi, il peut y avoir des trucs à faire par rapport à ça. Ouais. Oui. Ouais. Moi, je trouve ça assez génial d'ailleurs d'accompagner les jeunes. Ouais. Et on sent, c'est assez gratifiant en tant qu'accompagnant, c'est qu'on voit des résultats dans le sport et on voit que ça fait évoluer des choses aussi à côté dans la scolarité. Alors, c'est pas toujours le cas, mais des fois, on constate ces choses-là et on se dit c'est chouette de voir les gens grandir et évoluer quoi, de manière générale. Du coup, dans ce que tu dis, on est presque très proche d'éducateurs spécialisés qui débloquent en travaillant avec la personne sur des choses qui n'ont rien à voir, mais où on voit un enfant qui va de mieux en mieux. Et je pense à... dis-moi, me laisse pas comme ça, comment il s'appelle dans l'équipe qui était... Olivier. Olivier Thévenin, ouais. Olivier Thévenin, avec qui on parlait très souvent justement de l'effet domino. Quand on commence à travailler avec un jeune, il y a plein de trucs qui bougent en même temps, et je pense qu'effectivement sur le sport, on doit pouvoir le retrouver aussi. Le sport, c'est un sacré accélérateur, amplificateur d'estime de soi, de confiance, d'expression. Pour un enfant, c'est extra. Et voilà, souvent, tu pourrais travailler sur uniquement la compétition, puis tu te rends compte que tiens, il y a des choses qui bougent après, au niveau de l'école, au niveau de la manière de s'exprimer, la manière de... Enfin, c'est ça qui est super beau, en fait. Moi, j'adore travailler avec les jeunes, les ados aussi. En plus, il y en a certains, d'année après année, on les voit grandir. Moi, il y en a, je les ai vus, ils avaient 11, 12 ans, maintenant ils en ont 17, 18, ils sont plus grands que moi. Et c'est extra, quoi. C'est tout un cheminement. Ils ont un parcours de double projet, c'est-à-dire le projet sportif d'une part, et puis d'autre part le projet éducatif et puis scolaire. Et voilà, quand ils arrivent à faire les deux, pas sacrifier l'un pour l'autre, parce on peut avoir tendance à faire ça. On en rencontre des jeunes qui, je me donne à fond. Et avec le risque de, par exemple, juste la blessure. La blessure qui fait que, à un moment donné, il faut reprendre la scolarité ou des choses comme ça. Mais alors, quand ils arrivent à faire les deux en même temps, là, c'est magique. C'est magique. Ouais. Et avant de se quitter, toi, tu n'as pas répondu à la question tout à l'heure. Regarde, il croit qu'il va passer entre les mailles du filet comme ça. J'allais dire quasiment la même chose qu'Alexandre sur le fait d'être en accord avec l'athlète, sur le fait on peut se tromper, mais si on se trompe ensemble. Non, on va tester ça fonctionne pas, ok, on teste autre chose. Et le fait de laisser la place au fait qu'on a la possibilité de tester des choses avec lui, avec son accord, pour arriver à la meilleure version possible pour réussir son entraînement, réussir sa compétition, c'est l'une des plus grandes choses que la formation peut m'apporter. Et il y a aussi le fait que c'est un peu malheureux, mais les gens ont besoin qu'on soit légitime dans ce qu'on fait. Et le fait de faire une formation où on se spécialise dans le sport pour accompagner des sportifs, mais même une personne qui ne va pas faire de sport va se dire cet hypnothérapeute a la possibilité de m'accompagner parce qu'il a accompagné un sportif. Et on a tendance à le placer un petit peu au-dessus. Et donc on peut se dire justement qu'il ait cette spécialisation va apporter une légitimité qu'on a ou qu'on n'a pas pour la personne. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a un chrono et si ça marche, ça marche, et si ça marche pas, ça va pas marcher. Voilà. Si ça marche avec un sportif où il y a un coup près qui peut tomber comme ça, c'est sans doute que le mec est pas trop mauvais dans son truc. C'est ça. En plus, on a été formé par le précurseur en France du truc. Le mec, il écrit des bouquins. Enfin, je veux dire, on est au top du top, quoi. Il y a Myriam justement qui disait avoir déjà travaillé dans l'amélioration de performance dans le milieu scolaire, et qui confirme en disant effectivement l'efficacité elle est surprenante et ça touche à plein d'autres choses. Et justement, avant de se quitter, on n'en a pas parlé. Pas vraiment. Surprise. Qu'est-ce qu'il y a à la page 114 ? Non, on n'en a pas vraiment parlé, mais voilà, il nous reste moins de 10 minutes. Alors, le temps de se dire au revoir, on peut quand même parler un peu du livre de Jonathan. Le livre de Jonathan, si vous êtes intéressé, il est
chez Amphora, c'est ça? Mhm. Amphora, auto-hypnose et performance sportive, manuel pratique d'entraînement mental pour le sportif. Parce que c'est toujours important les sous-titres. Je sais qu'on s'en rend pas compte, mais un auteur il passe des heures et des jours à choisir un sous-titre. Alors Des mois. voilà, personne ne se rend compte de ce truc. Mais vous imaginez pas le temps qu'on peut passer sur un livre comme ça. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Un paquet de techniques, presque une cinquantaine de techniques pour entraîner toutes les dimensions du mental. Je dis du mental, mais de manière plus vaste aussi du corps. Parce qu'il y a tout un chapitre, par exemple, sur la douleur, gestion de la douleur, de la souffrance, la résilience émotionnelle, c'est-à-dire parfois quand la douleur est tellement forte que du coup on commence à, je sais pas, à se mettre en colère ou des choses comme ça, comment dépasser ça. Et puis, voilà, des techniques pour agir sur la concentration, sur la gestion des émotions, sur la pression, programmer une performance, programmer une réussite ou en tout cas une échéance. Des manières évidemment de rentrer dans l'état d'hypnose, des techniques aussi, quelques outils pour les coachs, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas forcément formées à l'hypnose, mais qui se disent tiens, j'aimerais bien avoir 2-3 outils, pourquoi pas à tester, à proposer, à tester voilà, aux sportifs. Et puis encore une fois, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va tomber sur un mec dans notre cabinet qui va nous dire bah, moi je suis sportif, et puis ne pas arriver à faire telle chose, ça m'emmerde, machin, on va dire tiens, j'ai la technique. Ouais. Ce qui est assez chouette, c'est que voilà, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, ça fait quelques jours là. Et j'ai quelques retours qui sont vraiment chouettes, notamment un que j'ai reçu hier soir d'une personne qui m'a dit bah, moi je suis pas particulièrement sportif, mais j'ai acheté ce livre là parce que mon travail c'est de faire de l'hypnose. Et quelqu'un qui est sage-femme et qui me dit bah, mon job c'est d'accompagner les femmes enceintes dans ce moment qu'est l'accouchement. Et il y a quand même un moment sacrément sportif. Qui est sacrément sportif. Et il y a plein de techniques que je vais utiliser en fait. Et c'est vrai que je n'aurais pas particulièrement pensé à ça, mais dès qu'il y a de l'enjeu, un examen pour un étudiant, ou voilà, un accouchement, ou tellement d'autres domaines dans notre vie où on peut avoir à un moment donné une échéance, quelque part on n'est pas loin en fait d'un sportif. Le sportif il est pas forcément sur le terrain. Hein. Ouais. Quelqu'un qui se pose un challenge, qui se met un objectif, en soi, qu'est-ce que c'est le sport? C'est parce qu'à un moment donné, le mouvement il y a un mouvement du corps. Ouais. Ça peut être sportif d'arrêter de fumer au bout de 40 ans. C'est vrai. Et alors du coup, il s'adresse à qui? D'accord, donc aux hypnos qui peuvent aller choper des petites questions, des choses comme ça. Mais vu qu'on est sur l'auto-hypnose, j'imagine que le grand public, celui qui n'est pas très sportif, dont on parlait tout à l'heure, et qui a envie peut-être de pousser un peu le truc. C'est lui. C'est toute personne qui a envie de se dire tiens, là j'ai quelques leviers que j'aimerais bien pouvoir bouger ou actionner. Et il est pour tout le monde. Pour le sportif de haut niveau, pour le jeune, pour le sportif amateur. Il est court. Il aurait pu faire 300 ou 400 pages. Le but c'est d'aller au plus bref en fait. Et puis oui, certes pour les hypnos, mais pas que. Enfin, quelque part, surtout pas en fait. Et plutôt avant tout les passionnés du mouvement. Ok. Bon voilà, on arrive à la fin de ce live. Merci à tous les trois d'avoir été ce soir avec nous. Je rappelle qui y avait autour de la table. Alors je prends mon petit papier pour ne pas me tromper dans les noms, parce que d'habitude je me trompe dans les mots. Puis en plus, on m'a dit non, surtout ne dis pas ça. Alors, Mathieu Labro, praticien en hypnose du coup et accompagnement du sportif. Yes. Tout pareil pour toi, sauf le prénom et le nom du coup qui change, Alexandre Marteau. Je sais pas si vous avez un truc en ce moment où on peut vous retrouver, parce que vous êtes du coup accompagnant. Est-ce que vous avez envie de donner votre site internet, qu'on puisse vous retrouver, pour ceux qui se disent putain ce mec là je l'aime bien, j'aimerais bien qu'il m'accompagne. Il me semble que toi J'ai un site internet, mathieuLabro.com, et j'ai également une chaîne YouTube sur laquelle je parle d'hypnose, communication non verbale, développement personnel, etc. Et la chaîne s'appelle Wikibrain, wiki comme un wiki et brain comme le cerveau. Ok. Donc voilà, on peut me retrouver sur ces deux réseaux sociaux. Ok, donc rendez-vous sur Wikibrain. Merci. Et toi, moi j'ai un site internet, principalement pour le cabinet, mais de plus en plus avec des articles aussi sur la préparation mentale, l'hypnose pour le sport, etc. Donc on peut retrouver des articles de blog. Ouais. Et donc c'est hypnologue60.fr. Ok, pourquoi 60? Parce que Oise, je suis principalement basé dans l'Oise. Donc si vous cherchez un accompagnant dans l'Oise ou nord de région parisienne,
Ok, Voilà. bon, le message est passé. Et toi d'ailleurs, si on veut te retrouver, on fait comment? On ne me retrouve pas. On ne me retrouve plus, On c'est achète fini. les livres. Non mais déjà, je sais que tu es basé à Nice, ça je le vends, voilà, il est basé à Nice, donc si vous êtes dans le sud, il est là. Et je sais pas, est-ce que... Bon alors je sais que pour l'instant, pour plein de raisons particulières et personnelles et très très belles, prochainement tu seras pas très disponible. Mhm. Mais du coup quand même, si on veut te retrouver, t'envoyer des messages d'amour, tout ça, on se voit par où? C'est jonathan-bell-legroux.com où là aussi Ok. il y a toute une partie blog sur l'activité du sport. Sinon, moi je fonctionne pas mal par Facebook, donc j'ai plusieurs pages Facebook, une page pro puis une page Mental Camp pour des stages que j'organise Ok. à côté. Bon, Donc, bah voilà. voilà, tout ça est noté. Merci Alexandre, merci Mathieu, merci Jonathan. Merci à Thibaut. vous qui étiez derrière l'écran. Et encore une fois, bon bah voilà, désolé pour les Facebookiens, fallait être plus sur YouTube. Et il le sait, lui, le YouTube, Mais c'est oui, l'avenir. Je sais. Voilà, non mais en tout cas, on est très content que vous soyez avec nous ce soir, que vous étiez avec nous ce soir. On vous embrasse très fort. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Alors voilà, désolé pour ceux de Facebook, mais ce sera pour la prochaine fois. Normalement, le prochain live, on me l'a dit tout à l'heure, à valider, mais vous pouvez déjà mettre une option sur vos petits agendas pour le 27, donc le jeudi de la semaine prochaine. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve du coup normalement jeudi. À plus tard.